Bonjour, je suis Emmanuel et vous regardez la première vidéo de Kinétoscope, la chaîne qui retrace l'histoire du cinéma depuis ses débuts. Et quoi de mieux que de commencer par l'ancêtre du projecteur? Et oui, si vous viviez au XVIIe siècle et que vous vouliez voir une projection, vous regardiez ce genre de choses. Ok, ça prête à rire maintenant, mais à l'époque, c'est un pas de géant en termes de divertissement, et on le doit à un unique appareil, la lanterne magique. Si vous voulez comprendre la lanterne magique, il faut revenir jusqu'à la Renaissance et à Léonard de Vinci et sa camera obscura. La camera obscura, ou chambre noire en français, est un instrument optique qui permet d'obtenir une projection de la lumière sur une surface plane. J'étais vraiment nul en cours de physique, alors je vais essayer de vous l'expliquer, mais soyez indulgents. Comme cette illustration le montre, la camera obscura peut être une boîte, mais aussi une salle, une pièce si on veut voir grand, qui possède un petit trou dans sa paroi. Du fait que la lumière se propage en ligne droite, l'image se retrouve inversée. Plus le trou est grand et plus l'image sera floue. Si vous voulez comprendre le principe optique derrière ça et faire une camera obscura chez vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Mais revenons à nos moutons. Sachez que les principes de la camera obscura ont été observés par plusieurs civilisations avant. Chinoises, grecques, arabes, même ch'tis, non là je déconne. Mais c'est Léonard de Vinci qui l'aurait vulgarisé en premier en Europe. Mais le plus intéressant pour l'histoire du cinéma et de la projection, c'est ce que va faire Giambattista Della Porta quelques décennies après de Vinci. Il va utiliser la technique de la camera obscura pour projeter à une audience d'un petit théâtre des gens marchant en dehors de l'édifice. Ces représentations vont effrayer certains spectateurs, car l'image étant inversée, cela donnait l'impression de voir des gens marcher la tête en bas. Pour la petite histoire, le Vatican demandera des comptes à Della Porta, et après avoir expliqué la science derrière ça, Della Porta et le pape finirent bon amis. Non, je déconne. En 1578, il sera condamné pour contact avec le démon. Alors on lui propose de faire un choix entre arrêter de pratiquer les arts illicites ou le bûcher. Et vu que rôtir au milieu de la place publique ne l'excitait pas trop, Della Porta décida de se taire jusqu'à la fin de ses jours. La camera obscura va surtout se populariser début XVIIe siècle, car miniaturisée sous la forme d'une boîte. Mais c'est quelques années après qu'elle va se réinventer sous le nom de lanterne magique. En 1622, Constantin Huygens, seigneur de Zellinchen en Hollande, reçoit comme cadeau une camera obscura. Je vous le dis tout de suite, dans notre histoire, ce n'est pas lui le personnage intéressant, c'est plutôt son fils Christian. Et Christian est une sacrée tête. Mi-XVIIe siècle, Christian arrivera à projeter des squelettes qu'il a dessinés sur des plaques de verre grâce à la lumière d'une bougie et une lentille améliorant la définition de l'image. En fait, sa machine fonctionne un peu comme un projecteur de diapositive. Encore mieux, en superposant deux plaques, il trouve le moyen d'animer de façon basique ces dessins de squelettes. Le problème de Huygens est qu'il n'en a rien à faire de ce qu'il vient de trouver. Dans l'histoire, il restera comme un grand physicien et astronome, alors faire danser un squelette à la lumière d'une bougie, ça n'a aucune valeur. Ça sera le mathématicien danois Thomas Wagenstein, avec qui Huygens correspond à l'époque, qui va reprendre le développement de cette nouvelle camera obscura. Lui, il sent qu'il y a de l'argent à se faire et va commercialiser cette nouveauté en 1658. S'ensuivra alors les premières projections publiques. Et elles vont effrayer les gens. Bah oui, personne n'a jamais vu ça. Et en plus, on projette quoi? Des fantômes, des squelettes, des démons. Pour le transposer à notre époque, c'est comme si vous regardiez The Ring et que la petite fille sortait vraiment de votre écran. Alors c'est pour ça que le premier nom de la lanterne était la lanterne de peur. Il faudra attendre 1668, presque 10 ans après les premières projections publiques, pour que le nom officiel de la lanterne devienne la lanterne magique. Allez, on avance de quelques années jusqu'en 1671. Athanasius Kircher est un prêtre jésuite allemand, professeur au collège de Rome. Il va être le premier à vraiment utiliser la lanterne magique comme outil de spectacle. Toutes les améliorations technologiques qu'il apportera à ces machines permettront d'avoir une meilleure qualité d'image et de mouvement. Son travail va façonner l'utilisation future de la lanterne et il sera pendant longtemps considéré comme le père de cette invention. Mais restez après le générique de fin pour comprendre pourquoi. Le XVIIIe siècle verra la démocratisation de la lanterne magique, avec des représentations fantasmagoriques dans toutes les grandes villes d'Europe. Malheureusement, ce siècle sera aussi ponctué par des charlatans utilisant cet outil pour faire des séances de spiritisme ou d'exorcisme dans le but d'extorquer les âmes les plus crédules. En conclusion, la lanterne magique est importante, oui, parce que c'est l'ancêtre du projecteur, mais aussi parce que c'est le début du cinéma d'animation. Et puis perso, j'aime son côté un peu steampunk. Avec les lanternes du XVIIIe siècle, on a l'impression que l'art baroque rencontre la première révolution industrielle. Ce sont de vraies pièces de collection. Et si vous souhaitez acquérir une lanterne magique,
Sachez que c'est assez simple et pas forcément coûteux. Si vous allez sur eBay, vous pouvez en trouver en bon état pour 100 €, 150 $ canadiens. Et si vous souhaitez plus des pièces de collection en parfait état, comptez 800 €, 1200 $ canadiens. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder la vidéo numéro 2 qui parle des expériences photographiques au 19e siècle, très importante. Allez, à la prochaine. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous savez qu'à la fin du générique des visiteurs, il y a un paladin qui remercie le spectateur. Bon, il y a quelques minutes, je parlais de Kircher et comme quoi on pensait qu'il était l'inventeur de la lanterne magique pendant longtemps. Alors il faut revenir jusqu'en 1646. Cette année-là, Kircher publie une collection de 10 livres reprenant son travail sur l'optique. En 1671, il va republier ses ouvrages avec quelques modifications. Les pages qui nous intéressent sont celles où il s'approprie la genèse de l'invention de Huygens et de Wagenstein. Mais pour être encore plus fourbe, il indique que cette seconde édition est identique à celle de 1646. Certains historiens, possédant uniquement la seconde version, avaient donc estimé l'invention de la lanterne magique en 1646. Il faudra attendre qu'on retrouve la première édition et qu'on l'analyse pour s'apercevoir de la supercherie. Cette fois-ci, c'est terminé, je vous laisse. Bye.